Bonjour, dans cet épisode nous allons voir comment les données de l'image, c'est-à-dire le data, va être affiché à l'écran. Un écran LCD a besoin de plusieurs circuits électroniques pour piloter et contrôler l'affichage de l'ensemble des pixels. Ces circuits sont regroupés dans des puces appelées LDI, qui est l'acronyme anglais de LCD Driving IC. On a vu dans une précédente vidéo l'une de ces puces qui est placée sur le côté de l'écran appelée Gate Driver. Ce composant contrôle de manière horizontale l'alimentation en VGH et VGL des TFT via leur grille. Pour les données de l'image ou data, elles sont transmises verticalement à la source des TFT. Ce sont les puces situées en haut ou en bas de l'écran qui contrôlent le passage du data. Ces puces ont plusieurs appellations comme Pilot Source ou Source Driver en anglais, en référence à leur connexion aux sources du TFT. Data Driver, Column Driver, c'est-à-dire pilote de colonne, en raison de la disposition verticale de ce contrôle ressemblant à des colonnes. Sur cette illustration, on voit la disposition et l'organisation des différents pilotes qui contrôlent les TFT. Ici, on va s'intéresser particulièrement aux sources drivers. Comme son nom l'indique, cette puce est connectée aux sources des TFT. Pour son bon fonctionnement, elle doit recevoir de la carte T-Con les tensions gamma et le data. Pour compléter la boucle électrique au niveau du TFT, tous les drains et les capacités de stockage sont connectés entre eux à un même voltage qui sert comme valeur de référence. Cette tension de référence provient de la carte T-Con et elle est notée VCOM ou parfois VCM, qui est une abréviation de Voltage Common. L'électrode commune dont on voit la disposition entre les différentes couches d'un écran n'est rien d'autre que la somme de tous les conducteurs reliant les drains et les capacités de stockage aboutissant au même endroit. Une particularité à savoir est la façon dont le câblage du condensateur de stockage est fait. Il existe la technique vue précédemment appelée Cap-on-Common Structure et qui consiste à relier au même circuit VCOM le cristal liquide et le condensateur de stockage noté CS sur cette figure. La deuxième méthode appelée Cap-on-Gate Structure relie le condensateur de stockage à une ligne du Gate Driver. Cette technique ne convient pas pour les écrans de plus de 20 inches car elle augmente la charge capacitive pour le Gate Driver. Par contre, pour la première technique, on lui reproche d'augmenter l'encombrement, ce qui diminue l'ouverture qui permet le passage de la lumière vers le sous-pixel. Cette notion de passage de la lumière à travers les différentes structures jusqu'à éclairer le sous-pixel est appelée en anglais aperture ratio, c'est-à-dire un rapport d'ouverture. Sur cette figure, on voit sur la coupe la superposition de divers éléments de l'écran, dont certains sont opaques à la lumière, comme les électrodes des TFT et des condensateurs de stockage, les lignes verticales du data appelées bus de signaux et le matériau de la matrice noire. Le rapport d'ouverture du pixel représenté ici par la flèche rouge est calculé en divisant la surface de l'ouverture du pixel divisé par la surface totale du pixel représentée par la flèche noire et qui comprend le pixel et les éléments opaques. Pour comprendre le rôle des différentes tensions gamma qui vont aller à la puce du source driver, il faut revenir sur quelques notions vues dans de précédents épisodes concernant les propriétés du cristal liquide. Ce dernier est assimilé à un condensateur non polarisé car dans son architecture, on trouve tous les ingrédients d'une capacité avec une double armature conductrice faite ici à base d'un matériau conducteur transparent appelé ITO. Ces deux armatures sont séparées par une double couche isolante à base de polyimide et entre lesquelles se trouve emprisonné le cristal liquide. Comme cette capacité de cristal liquide ne tient pas correctement la charge, on lui a ajouté un vrai condensateur monté en parallèle pour tenir la charge jusqu'au changement du voltage sur la capacité du cristal liquide. Le cristal liquide est utilisé dans les écrans LCD car il a des propriétés optoélectriques qui lui permettent de modifier l'orientation de ces cristaux lorsqu'il est soumis à un champ électrique. En fonction de la tension électrique appliquée sur les armatures du cristal liquide, l'intensité de la lumière qui le traverse sera variable. La combinaison des trois lumières RGB avec des valeurs d'intensité variables permet d'obtenir des millions de nuances de couleurs différentes. C'est cette propriété qui est utilisée pour obtenir les différentes couleurs. Autre élément à prendre en compte pour préserver cette propriété électrique est qu'il ne faut pas appliquer au cristal liquide une tension avec la même polarité sur une longue période. Le faire risque de figer les cristaux liquides et les rendre incapables de modifier leur orientation, quel que soit le champ électrique que l'on applique. Pour préserver cette capacité de modification de l'orientation du cristal liquide en fonction de la tension qui lui est appliquée, on inverse la polarité appliquée aux électrodes.
Avec une même tension et une polarité inversée, on obtient la même quantité de lumière qui traverse le cristal liquide. La seule différence est le sens du déplacement des cristaux liquides, qui est différent et qui n'a pas d'impact sur le nombre de photons qui traversera le cristal liquide. Voici une animation qui montre diverses manières de contrôler la polarité des pixels. Avec une double commande de gate driver, on peut inverser la polarité des pixels situés sur une même colonne. Une autre manière est de changer la polarité de chaque sous-pixel en utilisant une seule commande de gate driver et en connectant les sous-pixels de cette façon. Au final de la trame, on obtient une polarité différente entre chaque pixel. Il faut noter que ce n'est pas le gate driver qui change la polarité du sous-pixel, c'est la valeur de la tension appliquée à la source du TFT qui déterminera le sens de polarisation du cristal liquide. Cette notion va être développée dans un moment avec l'introduction du rôle des tensions gamma et de la tension de référence, le Vcom. Parmi les autres techniques de contrôle de la polarité des pixels, il existe la méthode d'inversion de la trame. Sur une trame, tous les pixels ont une même polarité positive ou négative. Sur la trame suivante, les pixels auront une polarité inverse à la précédente. Une autre méthode de changement de polarité est l'inversion de la polarité entre deux lignes. Sur la carte TCON, le signal qui permet le contrôle de la polarité des pixels est souvent inscrit sous l'abréviation POL, comme on le voit sur cette carte. On va maintenant voir de quoi est composée la puce du source driver. Voici son bloc diagramme. On y trouve les circuits suivants: un registre à décalage ou shift register, un verrou appelé latch en anglais, un convertisseur de digital à analogique noté DAC pour Digital Analog Converter et un montage suiveur de tension ou buffer en anglais. Nous allons débuter par donner quelques détails sur les deux premiers composants, à savoir le shift register et le latch. Les registres à décalage et les latches sont construits à partir de bascules. Il s'agit de circuits électroniques appartenant à la logique séquentielle. Dans cette dernière, l'opération de sortie dépend de l'état des entrées primaires et des états précédents de la sortie appelés les entrées secondaires. Ceci est à différencier de la logique combinatoire dont la sortie ne dépend à un instant donné que de l'état des entrées. Avec la logique séquentielle, il est possible de conserver et mettre en mémoire l'information. Dans la logique combinatoire, cela n'est pas possible. Sur le plan électronique, la logique combinatoire est faite à partir de transistors regroupés de manière à créer diverses portes logiques comme les portes NOT, NOR et NAND. Dans la logique séquentielle, les circuits électroniques sont faits selon un agencement particulier de diverses portes logiques. Comme on vient de le dire, dans la logique séquentielle, le dispositif de base utilisé est la bascule. Cette dernière est connue en anglais sous l'appellation de flip-flop et de latch. Ce sont des éléments bistables qui peuvent prendre l'état 0 ou 1 et ils peuvent le conserver, d'où leur utilisation comme un circuit mémoire. Dans le flip-flop, on note sur la représentation symbolique une entrée supplémentaire et la présence d'un triangle. Ce sigle symbolise l'entrée du signal de l'horloge qui est nécessaire pour le fonctionnement du flip-flop, tandis que dans le latch, il n'y a pas d'horloge. Le signal de l'horloge peut être utilisé de plusieurs manières, soit lorsque le signal passe du niveau bas au niveau haut, c'est ce que l'on appelle le franc montant de l'horloge, ou bien le contraire, le contrôle de la bascule se fait lorsque le signal de l'horloge passe du niveau haut au niveau bas ou franc descendant de l'horloge. Cette technique est appelée en anglais edge triggered, que l'on peut traduire par un contrôle déclenché par franc d'impulsion. Si dans un circuit on utilise le signal de l'horloge lorsqu'il est à son niveau haut ou bas, on appelle en anglais cette technique de level triggered. Le contrôle par le niveau haut de l'horloge, c'est le positive level triggered. Le contrôle par le niveau bas de l'horloge, c'est le negative level triggered. Les circuits séquentiels qui fonctionnent en présence d'une horloge sont dits synchrones, car la sortie dépend d'un signal dit de synchronisation venant de l'horloge. Le circuit séquentiel est appelé asynchrone lorsque la sortie ne dépend pas d'un signal d'horloge et ne dépend que de l'état des variables d'entrée. Les latches nommés RS sont appelés ainsi en référence aux deux entrées libellées, l'une S pour set mise à 1 et R pour reset mise à 0. Les sorties sont libellées Q et son inverse Q bar. Sur le symbole, la sortie inversée du latch est matérialisée par un rang placé en avant de cette sortie. On voit sur cette figure la structure de deux différents types de latch selon les portes logiques employées.
on trouve des latches RS NAND, NAND et des latches RS NOR, NOR OU. La bascule précédente est appelée bascule RSH lorsqu'un contrôle par un signal d'horloge lui est rajouté. Le circuit est construit en rajoutant à la bascule RS d'autres portes logiques et une troisième entrée correspondant à l'horloge. La bascule D est obtenue en conservant qu'une seule entrée nommée D pour data. Sur le plan électronique, la modification apportée à la précédente porte RSH est le rajout d'une connexion entre le 7 et RI7 avec une porte NAND. Cette bascule fonctionne avec le frein montant ou descendant de l'horloge. La bascule D est une Edge-Triggered Flip-Flop. Si la bascule D est de type positive Edge-Triggered, la sortie Q prendra l'état de l'entrée D sur le frein montant de l'horloge. Ainsi, si l'entrée est égale à 0, au frein montant, la sortie Q sera égale à 0. Et si l'entrée est égale à 1, au frein montant, la sortie Q sera égale à 1. La bascule D à verrouillage est une variante de la précédente bascule D, appelée latch en anglais. C'est une bascule sans circuit détecteur de frein d'horloge. Le terme horloge est ici supprimé et remplacé par le mot validation ou enable en anglais, car cette bascule est de type level triggered, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne qu'avec un état haut de l'horloge si elle est de type positive level triggered ou un état bas de l'horloge si elle est de type negative level triggered. Nous avons vu que la bascule a une fonction mémoire de valeur un seul bit, 0 ou 1. En mettant en série plusieurs bascules D, on crée un autre type de circuit appelé registre. Le nombre de bits que peut contenir un registre sera égal au nombre de bascules qui le constituent. Les données qui y seront stockées peuvent être écrites ou lues de différentes manières, soit toutes en même temps ou l'une après l'autre. Selon le mode de fonctionnement, on distingue 4 types de registres qui sont notés sur leur acronyme anglais ainsi: SIPO, Serial In Parallel Out, SISO, Serial In Serial Out, PIPO, Parallel In Parallel Out, PISO, Parallel In Serial Out. Pour le registre de type SISO, Serial In Serial Out, les données rentrent et sortent en série. Pour le registre de type SIPO, Serial In Parallel Out, les données rentrent en série et sortent à la fois en parallèle et en série. Dans les registres PIPO, Parallel In Parallel Out, les entrées rentrent en parallèle et sortent en parallèle. C'est sur ce principe que fonctionne le latch. Dans le registre de type Parallel In Serial Out, quelques portes logiques sont câblées aux bascules selon ce schéma. Il y a 2 étapes dans le fonctionnement de ce registre. La première étape consiste à charger le registre avec le signal load, puis vient l'étape de sortie des données des registres en série grâce au signal shift. Dans cet exemple, on voit l'agencement entre un registre à décalage composé de 8 bascules D, configurées en SIPO, c'est-à-dire Serial In Parallel Out, ce qui permet de mémoriser 8 bits ou un octet, suivi par un latch composé aussi de 8 bascules D, configurées selon un mode de fonctionnement en PIPO, entrée en parallèle, sortie en parallèle. Le registre à décalage fonctionne avec un signal d'horloge selon le mode Edge Triggered, tandis que l'horloge du latch fonctionne selon le mode Level Triggered. Pour le registre à décalage, il faudrait 8 pulsations de l'horloge pour faire entrer les 8 bits du data dans les bascules du registre à décalage et dans celle du latch. Par contre, il suffit d'un seul signal de l'horloge pour obtenir la sortie du data du latch. Au niveau du registre à décalage, on trouve le signal STH, qui est une abréviation de Start Horizontal. C'est le signal du début de balayage horizontal. Le registre à décalage est souvent de type bidirectionnel. Ceci permet de lire les données dans les deux sens. Pour préciser la direction de la lecture des données, la lettre R du mot right ou L de left est rajoutée à STH, ce qui donne STH-R pour une lecture du data de la droite vers la gauche et STH-L dans le sens inverse. Pour information, on peut trouver sur la datasheet à la place de STH le libellé SSP, qui est une abréviation de Start Source Pulse. C'est le même signal de début de balayage horizontal. CPH est le signal de l'horloge du registre à décalage. CPH est une abréviation de Clock Pulse Horizontal. Pour le latch, le signal a diverses appellations. On peut trouver Enable, Load,
ou TP. TP est une abréviation venant de Totem Pole en référence à un circuit électronique construit comme un montage push-pull, mais avec une résistance et deux transistors du même type entre lesquels se trouve une diode. Dans l'exemple présenté ici, la sortie Totem Pole fait partie d'un circuit d'une porte NAND construite à base de transistors bipolaires. La configuration précédente peut être représentée par ce diagramme. Les différents circuits permettant de contrôler le registre à décalage et le latch sont regroupés dans un circuit appelé Logic Control. Par rapport à la précédente figure, il peut y avoir des circuits de contrôle supplémentaires comme un reset pour le registre à décalage et un autre contrôle Output Enable placé après l'horloge du latch. Voici un exemple d'inscription sur une carte T-Con des divers signaux d'horloge destinés au registre à décalage et au latch du source driver. On trouve sur cette carte l'inscription STH pour Start Horizontal. STH-R donne la précision du sens de lecture du data, ici Shift Right, qui veut dire lecture du data avec un décalage vers la droite. Pour le terme TP, il ne faut pas le confondre avec l'abréviation souvent employée pour désigner les points test d'une carte électronique et qui permettent de faire des mesures de tension ou de signal à différents endroits selon la spécification du constructeur. Dans le cas du source driver, le terme TP employé ici désigne le signal du latch. Un chiffre peut accompagner le terme TP des points test lorsqu'ils sont nombreux. De même, lorsqu'il existe plusieurs sources driver, on peut trouver un chiffre et ou une lettre accompagnant l'inscription TP de Totem Pole pour les distinguer. Sur cette carte T-Con, avec deux connecteurs allant au panel, une lettre A ou B a été mise devant STH pour les différencier selon leur direction au connecteur. Même chose pour TP, auquel le chiffre 1 a été ajouté. Maintenant, nous allons voir à quoi va servir le DAC, placé après le latch et avant le buffer. Comme on l'a dit auparavant, DAC est l'acronyme de Digital Analog Converter. Il s'agit d'un circuit électronique qui permet de convertir des données numériques en données analogiques. On va reprendre l'exemple de l'affichage à l'écran de la couleur prune codée sur 8 bits. On voit sur cette image les valeurs décimales des 3 sous-pixels RGB et leur correspondance numérique. C'est le mélange de ces 3 couleurs avec les valeurs indiquées qui donnera au pixel la couleur prune. Pour afficher cette couleur prune sur un écran LCD, il faut appliquer sur la source des 3 transistors TFT composant un pixel les 3 valeurs correspondantes au niveau de gris de chaque couleur rouge, vert et bleu. On voit d'emblée qu'il y a un problème dans ce circuit dû au fait que le transistor TFT ne fonctionne qu'avec une tension analogique tandis que le data de l'image est sous format numérique. Pour résoudre ce problème, on a recours à un circuit convertisseur d'une valeur digitale en tension analogique. Pour faire cette opération de conversion, le DAC a besoin des tensions gamma et son facteur de correction. Le rôle exact du gamma et sa production par la carte T-Con ont été expliqués dans de précédentes vidéos. Ici, nous allons plutôt voir comment les différentes valeurs de tension gamma vont servir pour obtenir des tensions analogiques avec une correction gamma. Les tensions gamma sont divisées en deux groupes. Ceux au-dessus du VCOM ont une valeur positive et ceux sous le VCOM ont une valeur négative par rapport au VCOM. Le but d'avoir des valeurs positives et négatives est de varier la polarité des pixels pour préserver les caractéristiques optoélectriques du cristal liquide. Voici un exemple qui montre comment on peut obtenir la même valeur de data avec deux valeurs de voltage différentes. Le V gamma 4 se trouve au-dessus du VCOM, sa valeur est positive. Le V gamma 7 est en dessous du VCOM, sa valeur est négative. Ces deux voltages ont la même valeur en décimale correspondant au data 192. Les cristaux liquides vont s'orienter pour cette valeur de data selon le même angle, mais avec une direction différente. Ceci n'aura pas d'incidence sur la quantité de lumière qui traversera le cristal liquide. C'est avec cette technique que l'on peut changer la polarité des pixels. Le DAC est connecté au gamma de cette manière. Il utilise un pont diviseur de tension fait d'une série de résistances. Les tensions gamma sont intercalées entre un nombre déterminé de résistances. Pour l'illustration, on va utiliser 3 résistances et 3 valeurs de gamma pour les références positives et 3 valeurs de gamma pour les références négatives. À partir de ce montage, on voit que l'on peut obtenir différentes valeurs de tension analogiques, 7 valeurs positives de V1 à V7 et 7 valeurs négatives de V8 à V14.
Si le data utilise un codage avec 8 bits, cela donnera des valeurs allant du 0 à 255, soit en tout 256 valeurs de niveau de gris. Pour chaque valeur du data, il faudra lui faire correspondre une tension analogique. À titre d'exemple, avec 5 valeurs de gamma positives et 5 valeurs de gamma négatives, il sera nécessaire de mettre une série de 64 résistances entre chaque référence du gamma pour obtenir 256 tensions analogiques positives et 256 tensions analogiques négatives. Si les gamma étaient en nombre plus élevé, par exemple 18 gamma, le nombre de résistances en série à placer entre chaque référence sera moins important. Avec ce montage, on voit que l'on peut faire correspondre à chaque valeur du data une valeur de tension soit positive soit négative si elle se situe en dessous du VCOM. Sur cette figure est représentée sur la première colonne en bleu la valeur en décimale du data codée sur 8 bits allant de 0 à 255. Sur la deuxième colonne est inscrite la correspondance binaire du data. Sur la colonne coloriée en rouge, on trouve la valeur des tensions positives à la sortie du DAC et sa correspondance avec le data. La colonne coloriée en jaune répertorie les tensions négatives générées par le DAC. Donc pour un même nombre binaire, on trouve deux valeurs de voltage que l'on peut appliquer alternativement à la source du TFT pour obtenir la même quantité de photons qui traversera le cristal liquide, mais avec une polarité changeante, ce qui permettra de préserver la fonctionnalité des sous-pixels. Dans l'exemple précédent, pour afficher la couleur prune, la valeur numérique des trois couleurs est remplacée par le DAC par trois valeurs respectives en voltage analogique. L'utilisation de la valeur positive ou de la valeur négative correspondante à la nuance des trois couleurs RGB n'aura aucune incidence sur la nuance de la couleur finale qui en sortira. On revient au bloc diagramme. On comprend mieux la position du DAC par rapport au registre à décalage et au latch. En entrée du DAC, les 8 valeurs numériques provenant du latch sont transformées en une seule sortie analogique. Le DAC reçoit le signal pole, c'est-à-dire le signal qui permet le contrôle de la polarité des sous-pixels. Dans le bloc diagramme, après le DAC, on trouve un buffer ou circuit suiveur de tension. Le but de ce buffer est de séparer les circuits du source driver de l'influence des transistors TFT des capacités de stockage qui se trouvent à l'intérieur du panel et qui constituent la charge alimentée en tension. Voilà une vue d'ensemble du bloc diagramme avec les divers signaux. Au niveau du buffer, on peut trouver deux signaux supplémentaires SOE et STB. SOE est une abréviation de Source Output Enable. Ce signal permet de contrôler la sortie des tensions analogiques du buffer. Pour le terme STB, il faut se référer à la datasheet pour connaître sa vraie fonction. STB peut être utilisé comme un interrupteur on-off sur le DAC et sur le buffer. Dans cette fonction, STB est une abréviation de Standby. Un exemple de réglage de cette pin, au statut haut, high, STB est en mode on. Au statut bas, low, STB est en mode off, c'est-à-dire le DAC et le buffer sont à l'arrêt. On peut trouver dans les datasheets des source drivers des circuits supplémentaires comme un level shifter, mais le principe général de fonctionnement reste inchangé. Ici, STB est utilisé comme un signal d'horloge, agissant sur plusieurs niveaux avec diverses fonctions. Au franc montant de cette horloge, STB a une fonction reset sur le shift register et en même temps une fonction de transfert des données du data register au latch. Au franc descendant de STB, le voltage analogique généré par le DAC est transmis au buffer. Par ailleurs, outre les divers signaux que l'on a vus, le source driver reçoit une alimentation notée VDD, VSS pour les tensions numériques, VCC et GND pour les tensions analogiques. Ces dernières peuvent être notées VDDA et AGND. La lettre A rajoutée vient du mot analogique. Pour le ground du digital, il existe la notation DGND, D venant du mot digital. Sur cette carte T-code, à côté du signal de contrôle de la polarité libellé pole, on trouve l'inscription SOE, qui est l'abréviation de Source Output Enable, la tension digitale VDD. Pour information, l'inscription GSP, c'est l'abréviation de Gate Scanning Start Pulse, qui n'a rien d'autre que STV ou VST. Sur cette autre carte, on trouve à côté de pole le signal de la polarité, l'inscription STB, DIO est l'abréviation de Data Input Output, VEE c'est VGL et VGG c'est VGH.
Cette courte animation illustre le processus de transfert d'une donnée à 8 bits jusqu'à illuminer les sous-pixels. Le data transite du registre à décalage vers le latch. Au niveau du DAC, on trouve une pin appelée pole qui permet le réglage de la polarité. Un exemple de réglage de cette pin, au statut haut, les valeurs de tension positive sont sélectionnées et au statut bas, ce sont les tensions négatives. Cette animation résume le processus de génération des différentes couleurs en combinant les trois couleurs primaires rouge, vert et bleu. Ce procédé va se répéter pour chaque pixel que contient l'écran jusqu'à l'affichage complet de l'image. On arrive à la fin de la vidéo. Au revoir et à bientôt.